Dimanche 18 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'émission Zapresse sur la chaîne des Majors. Dans un instant, le sommaire de cette émission. Scandale, une portion de route Bonnet-Poupayabassi s'effondre après la livraison du chantier. L'incident s'est produit aux premières heures de la matinée du 14 août dernier, causant l'impossibilité de circuler sur un côté. La route Bonnet-Poupayabassi nouvellement construite s'effondre sur une distance de près de 10 mètres, de près de 100 mètres. Dans sa chute, elle entraîne un véhicule pick-up dont le chauffeur, au terme de l'incident, réussit à sortir indemne. En dehors de l'impossibilité de circuler dans un sens de la route et du véhicule entraîné, l'éboulement n'a pas causé de perte en vie humaine. Les autorités administratives ont effectué une descente sur les lieux. Le gouverneur de la région littorale, Samuel Dieudonné Ivadibois, a effectué le déplacement à l'effet de constater les dégâts et de prendre des mesures qui s'imposent. L'autorité administrative, avec l'appui des personnels du ministère des Travaux publics, a coordonné les travaux dans l'optique de permettre aux petits véhicules de circuler du côté de la chaussée non touchée par l'éboulement. Le préfet du département du CAM a pris un arrêté suspendant la circulation de tous les véhicules ou engins pesant plus de 3,5 tonnes sur le trajet Carrefour Bonnet-Poupayabassi. Selon l'autorité, cette suspension prendra fin dès le rétablissement de la circulation routière. La portion de route endommagée fait partie du deuxième lot long de 50 km du projet de construction de la route Douala-Yabassi. L'entreprise Boons a réalisé les travaux pour un coût de 39 milliards de francs CFA. Après l'incident, les questions qui se posent concernent la qualité du matériel utilisé par la société dans la réalisation des travaux. Les populations et les autorités locales veulent comprendre la causalité de cet effondrement, survenu juste quelques temps après la livraison du chantier. L'on se souvient par le passé qu'après avoir perçu près de 11 milliards de francs CFA, le contrat de l'entreprise tchadienne Incombat avait été résilié au mois de mai 2023. Démarré en février 2017, les travaux devraient être livrés en 2019, mais la livraison a été reportée à 2 reprises. 6 ans plus tard, c'est-à-dire en 2023, le chantier affichait un taux de réalisation de 39,5% par rapport au marché de base et l'avenant numéro 1. Mais l'entreprise avait déjà reçu près de 11 milliards de francs CFA, soit près de 49% du montant global. L'effondrement du tronçon Bonnet-Poupayabassi nous sert de prétexte pour traiter la problématique de la pièce sur l'exécution des projets de développement au Cameroun, car des chantiers routiers. À quoi sont dus ces habituels freins des chantiers routiers? Quels sont les obstacles à l'exécution des projets infrastructurels? Qu'est-ce qui coince en matière de crise de gouvernance des projets de développement au Cameroun? Questionnement en débat dans cette émission de Zapresse. Invité au débat pour en parler, Yannick Ebossé, journaliste syndicaliste, Ferdinand Koungou, de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Maurice Kemou, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Samuel Billon, ingénieur de génie civil et par ailleurs président national du mouvement réformateur, et Taïou Kamgi, analyste politique. Mise en honte, Stéphane Zéokono, diffusion de l'émission en direct de la page Facebook Panorama Papers, Paulin Yanga, assisté de Joachim Ipela. Collaboration, Iliaskov Poumier, Jourdain Fosso et Jordan est là. Et régie d'antenne de Gomez d'Assis. Je suis Serge Bicoy. Un break s'impose avant le débat proprement dit. Je vais t'interroger sur le mémorandum de BAM. D'accord. Je vais te prendre sur les leçons de motif à Ito, lors d'un deuil.
Allez, on reçoit quelques-uns qui sont déjà arrivés. Taou Kamge, bonjour. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités. Et je vous laisse le soin de dire bonjour à vos invités. Mais vous savez que je ne pourrais être, comment dire, me passer d'une tradition qui est la mienne quand on m'invite dans une radio ou dans une télévision. C'est de saluer mon ami et petit frère Ibou Nissak, qui est injustement emprisonné, parce que c'est un ami, c'est un petit frère, on a parcouru plein de choses ensemble. Je suis souvent très désolé quand je vais à la prison et que pour des raisons que je ne trouve pas objectives, il est en prison. Ibou Nissak, le porte-parole, le président de France, merci, Maurice Kamto. Qui est avant tout un petit frère et un ami. Tout à fait. Allez, moi je vais vous accueillir par un sujet. Vous savez, on commence d'abord par le sujet, on s'assoupit en prenant le plan de résistance. Lors de l'inhumation de Issa Hayatou à Garoua, du 16 août dernier, on a vu dans le message de condoléances, en fait, délivré notamment par le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, il y a eu une pique qui a été lancée à Samuel Eto'o Savoir, qui doit travailler en collaboration avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ça a d'ailleurs circulé, ça fait un tollé sur la toile. Quel est votre regard que vous portez justement sur ce type de message-là qui a été adressé à Samuel Eto'o? Oui, c'est une très grande adresse de la part de cet illustre personnage, d'avoir au cours d'un deuil, n'est-ce pas, qui est un moment de recueillement, sorti un des éléments qui relèvent de la polémique. Et je dirais quelque part du règlement de compte. Parce que nous sommes dans le cadre d'un deuil, et au deuil, on va pour être rassemblés. On ne va pas pour sortir les polémiques, on tait les polémiques, et on parle d'abord. Qui plus est, il n'est pas camerounais, il n'a pas de leçon à nous donner, et il faudrait bien que les gens commencent par mesurer un peu qui est M. Samuel Eto'o. M. Eto'o n'est pas un homme ordinaire. Simplement, vous avez vu la foule que ce monsieur draine, non pas simplement au Cameroun, mais à l'étranger. Vous avez vu les personnalités par lesquelles, les personnalités qui le reçoivent à travers le monde et qui lui accordent, ou qui lui accordent, j'allais dire, qui lui accordent des, on appelle ça en termes diplomatiques, des entrevues, n'est-ce pas? Et donc, M. Eto'o n'est pas n'importe qui. Je suis souvent très désolé de voir qu'une icône camerounaise qui est à ce niveau, au niveau mondial, est conspuée à la fois par les Camerounais et par les personnes de petite, j'allais dire de petite envergure. Qui connaît M. Samuel, comment on appelle le ministre, le président de la CAF, si ce ne sont que les footballeurs? Qui le connaît? En dehors de leur chef, personne ne le connaît. Et donc, il ne faudrait pas qu'il arrive ici, qu'il nous salue Samuel Eto'o, qui est d'une autre dimension. Si ce monsieur-là, M. Eto'o, n'est pas né, excusez-moi de parler comme ça, c'est un monsieur qui a une énergie, pour moi, qui relève du cosmique. Parce que avoir ce niveau de voir comment tout le monde, enfin, voir le nombre de personnes qui sont contre lui, qui essayent de le salir, alors qu'effectivement, alors qu'il fait ce qu'il a à faire, que ceux qui sont jaloux de lui aillent faire mieux que lui. On ne peut pas passer le temps à insulter Samuel Eto'o. Et quand vous voyez même pas faire les personnes qui insultent Samuel Eto'o, vous demandez, mais est-ce que ces personnes, dans leur propre domaine de compétences, sont parvenues au meilleur de ce qu'on doit être dans leur métier? Que vous soyez journaliste, que vous soyez homme politique, toutes ces personnes qui insultent Samuel Eto'o, dans leur domaine, sont-ils parvenus au niveau de compétences? Alors que Samuel Eto'o, il est parvenu au haut sommet de son art. Et s'il était sur le plan universitaire, ce monsieur-là a soutenu au moins 3 thèses. Je m'explique. Quand vous avez une thèse, il y a plein de personnes qui vous venez soutenir une thèse. Vous avez des grandes des éminences qui viennent évaluer votre travail. Ceux qui évaluent la thèse de Samuel Eto'o, c'est le public. Et dans le cadre du football, il a à 3 reprises au moins soutenu 3 thèses. Dans les trois Champions League, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de football, en Italie, en Angleterre et en Espagne. Et partout, il est arrivé en finale. Et quand on est venu l'évaluer sur ce qu'il est capable de faire d'un point de vue de la thèse qu'il soutenait,
il a marqué. Ce monsieur-là ne doit plus, ne doit plus être insulté par n'importe qui. Ce monsieur-là, c'est une étoile. Excusez-moi d'aller aussi, comment dire, d'être aussi passionné. Émotif là-dessus, parce qu'effectivement, je me demande comment est-ce qu'on peut passer le temps à insulter. Les personnes qui sont de moins de qualité peuvent passer leur temps à insulter la personne de Samuel Eto'o. D'accord, c'est entendu. Allez, Yannick, bonjour. Bonjour, chers amis, bonjour à vos nombreux auditeurs. Merci de me faire le plaisir de m'avoir invité sur ce plateau. D'accord. Allez, il y a eu cette semaine une deuxième déclaration du mouvement BAM Région. C'était à la suite de la publication du mémorandum des forces vives des deux départements du BAM et Idoubou et du BAM Ekim. Nous avons noté d'ailleurs quelques réactions médiatiques de certains BAMois et compatriotes, mais également un contre-mémorandum dit des élites du Grand BAM. Notre mouvement tient à faire, en l'occurrence, des observations suivantes. Je vais en lire quelques-unes. Le contre-mémorandum des élites politico-administrativo-bourgeoises a été conçu au cabinet du ministre de la Communication, René Manuel Sadi, en liaison avec le ministre Baslekin Achille, des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, pour légitimer cette forfaiture historique. Quelques signatures d'élite carriéristes et pureuses, c'est du moins ce qu'indique cette deuxième déclaration, ont été recueillies au cours d'une réunion préparatoire des obsèques du regretté Charles Boto Ancon, l'ancien directeur général de la Nord. Cette fausse et hypocrite élite a unanimement convenu de ne pas afficher les noms des signataires. Et quand les deux ministres ont missionné, d'abord, l'on parle du déni, on parle directeur de l'Observatoire des médias publics et de l'opinion publique sur Vision 4, le 4 août dernier. Ensuite, un anonyme politologue, dit-il, conseiller municipal dans le BAM et Ekim sur Canal 2 International, et dimanche 11 août, pour procéder à un kilan, entre guillemets, raté. 5, il y a lieu d'observer, disent-ils, que Mouté Camille, c'était le directeur général du Fonds national de l'emploi depuis 1990, 34 ans déjà, indique-t-il, qui se fait appeler patriarche du BAM, n'a ni légitimité, ni état de service pour parler au nom d'un Babois. Allez, on s'arrête là à ce niveau pour faire quelques observations. Vous, en tant que ressortissant du BAM, quel est votre regard pour porter justement sur ce mémorandum et contre ce mémorandum? Bon, la première observation, c'est que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que l'élite, l'élite c'est nous, ce sont les populations, ce sont les forces vives du BAM commettent un mémorandum pour s'insurger du fait qu'on n'ait presque rien dans le BAM, parce qu'on n'a vraiment rien. Moi qui suis du BAM Ekim par exemple, je crois que c'est le département le plus qui n'a presque aucune infrastructure, que ce soit routière, que ce soit dans tous les centres, même les hôpitaux n'en a pas, parce que l'hôpital de Manassi n'a particulièrement, n'est même pas équipé, c'est un peu un district, mais ça n'en a pas tout l'air. Pour les routes qui desservent toutes ces localités, il n'y en a presque pas, et c'est difficilement accessible, parce qu'on n'entretient même pas souvent, alors qu'il faut bien le préciser, je crois que le meilleur cacao qui est vendu et la plus grande production de cacaoyère qui est vendue au Cameroun vient du BAM Ekim. Pas du BAM Ekim d'abord, oui, parce que Manassi a souvent des très grandes ventes de cacao. Maintenant, vous comprenez que c'est normal qu'on puisse commencer à s'insurger. Nous qui produisons, nous les très grands producteurs agricoles, on n'arrive pas à comprendre comment l'élite qui a été mise à la tête du département, des départements où influencer les projets de développement qui sont ainsi proposés par certains départements militaires pour développer le BAM Ekim et le BAM Enugu. Encore que, il faut bien qu'on précise les choses. Le BAM Enugu a un peu plus d'infrastructures que le BAM Ekim. C'est vrai que le mémorandum fait la jonction des deux grands BAM qui étaient jumelés auparavant, avant qu'on le scinde. Mais aujourd'hui, le parent pauvre parmi les deux, c'est le BAM Ekim, qui n'a presque rien. S'il faudrait parler des élites, parce que dans le mémorandum, le contre-mémorandum, on parle par exemple de la nomination d'ingénieurs, on en avait.
On avait au général Ibaka qui est décédé, je pense. Oui. On a eu dans le Mbamiki, moi je parle particulièrement de Mbamiki parce que je connais beaucoup plus. On avait le directeur général de la douane qui est décédé, bon, ça fait longtemps, Antoine Manga Massina. On a eu un général, c'est vrai, mais on a aujourd'hui le ministre Sadiké de Yoko. Et bon, en termes d'impact sur le vent du Mbam, parce que le plus grand fief agricole, ce n'est pas toi Yoko, Yoko c'est beaucoup plus la forêt. Yoko c'est la ville qui est limitrophe à notre département, donc qui n'est pas, si on développe Yoko par exemple, avec cette route qu'on a eu à Godomé qui est Yoko Lena, bon, entre Yoko et Lena, il y a déjà le goudron, ça ne veut pas dire qu'on a développé le Mbam. Encore que c'est une route qui dessert la Haute-Sanaga, parce que ça passe par la Haute-Sanaga pour arriver dans le Mbam. Si ça avait été une route qui était à l'intérieur du Mbam, pour desservir un certain nombre de localités, on l'aurait apprécié à sa juste valeur. C'est un peu ça. Le mémorandum est un peu légitime, parce que le Mbam est le parent, le Mbam est Kim, et peut-être le Mbam et nous sont les parents pauvres en termes d'élite politique même. Le Mbam et nous en a à profusion. Mais je ne sais pas pourquoi on les a mélangés avec le Mbam et Kim qui est le parent pauvre dans cette revendication. Mais dans tous les cas, on a droit aussi au chapitre. On a un grand département, on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'élite, on a besoin des personnes qui puissent penser désormais à développer notre localité. Donc moi je pense que le mémorandum est légitime, le mémorandum de revendication, pas le mémorandum qui a été publié par... Pas le compte mémorandum. Pas le compte mémorandum. Le mémorandum qui a été publié par ceux qui revendiquent, comme nous la population, de meilleures infrastructures pour qu'on puisse également sentir que nous sommes considérés comme des Camerounais à part entière. Encore que nous apportons un plus à l'économie en termes de production agricole. Jusqu'à aujourd'hui, le Mbamiki continue à produire assez de nourriture pour desservir les villes comme Douala, les villes comme Yaoundé. Et je pense que c'est légitime. D'accord. Il t'avait quand vous souhaitez ajouter quelque chose en rapport avec ce mémorandum. Parce qu'il y a d'aucuns qui ont dit mémorandum et chantage politique. Non, bon, il faut dire que nous sommes dans un État qui a décidé de faire du communautarisme une sorte de sa politique. Si c'était les individus, parce que dans la République, en principe, ce sont les individus. Et le Cameroun, ça a décidé de faire une république qui est constituée de communautés. Et donc, ce sont les communautés qui revendiquent dans les États où ce sont les citoyens, qui revendiquent. Donc, il est donc tout à fait légitime, quand on reste dans le cadre de ce paradigme-là, que les populations du Mbam, en tant qu'entité, revendiquent des choses. Maintenant, il faut dire que ce qui doit être... Parce qu'effectivement, quand vous allez dans le Mbam, c'est vraiment la désolation. C'est la désolation. C'est la désolation là-bas, mais c'est la désolation aussi partout dans le Cameroun. Et du coup, quand les populations, les élites du Mbam demandent quelque chose, ce qu'elles demandent pour le bien-être, on peut le comprendre, mais il faudrait qu'elles profitent de l'occasion pour demander pour tous les Camerounais. Parce que partout dans les villages, moi je suis de Bayangam, la misère est ambiante, la misère circule en route. Quand vous allez dans ma belle famille et des ceux, on a dit quand vous allez dans les villages. Est-ce que les autres communautés vont dans se positionner en lieu place des autres? Non, mais je peux lui dire que je comprends ça, mais au-delà de ça, il fallait vous dire que partout les Camerounais souffrent. Et les élites de manière globale camerounaises sont particulièrement égoïstes. Quand les personnes, on va nommer des nouvelles personnes dans le Mbam qui vont arriver là, je vous assure qu'elles ne feront pas mieux que les autres. Elles vont pas s'empiffrer à elles, elles vont s'empiffrer. Elles ne vont rien apporter aux populations. Moi, je vois ça, comment ça se passe à Bayanga. Je vois nos élites, comment elles s'empiffrent, alors que précédemment, elles nous disaient que non, si c'est nous qui arrivons aux affaires, si c'est le machin, vous allez voir comment ça va changer. Bayanga n'a pas changé. Et je vois partout ailleurs, les élites qui arrivent, tout le monde pense d'abord à son ventre. Les gens revendiquent au nom de la communauté, mais une fois qu'ils sont à la cola, ils ne donnent rien à la communauté. Et ils sont particulièrement égoïstes parce qu'il est inadmissible que vous puissiez venir de la région qui produit du cacao. Le cacao donne des devises au Cameroun. C'est grâce aux devises qu'on peut acheter des choses à l'étranger. Et que paradoxalement, les personnes qui produisent le cacao, qui produisent les devises, sont pauvres. Comment se fait-il que les paysans camerounais qui produisent le cacao ou le café sont pauvres alors que l'élite
qui vit à Yaoundé, qui ne produit rien et qui a la fonction publique, est riche. Il y a un paradoxe et que les populations, le peuple camerounais doit prendre son destin en main et arrêter de penser que ce sont les élites qui vont faire quelque chose. Les élites sont pouvoiristes, elles ne donneront rien aux populations. Élite politique entre pouvoirisme, charisme et opportunisme. Bonjour Samuel Bilong. Bonjour Monsieur le Président, merci de l'invitation. Je voudrais dire bonjour à l'ensemble du panel ainsi qu'à vos nombreux auditeurs et internautes qui nous suivent à travers votre page. Président national du mouvement réformateur, depuis que vous avez lancé l'Union pour la majorité parlementaire le 1er juin dernier, est-ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle, 2 mois après, l'état de la levée des fonds? Non, écoutez, on parle de l'état de la levée de fonds. L'Union pour la majorité. En fait, ce n'est pas une conne, hein? Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'Union pour une majorité parlementaire, ce n'est pas une affaire de levée de fonds. L'Union pour une majorité parlementaire que nous avons mis sur pied, c'est un regroupement de forces politiques qui répond à une attente réelle des Camerounais. Parce que partout où nous partons, nous allons sur le terrain, les Camerounais nous disent pourquoi l'opposition ne peut pas se réunir. Donc, nous répondons donc à cette attente. D'autant plus qu'on a vu quelques tentatives de regroupement qui ne répondent pas en réalité aux attentes des Camerounais. Parce que, voyez-vous, depuis 1997 au moins, dans notre pays, l'opposition n'arrive pas à parler d'une seule voix pour aller à l'élection présidentielle. Parce que vous aurez toujours des gens qui se mettent en concurrence dans l'opposition. Qui va être président, qui ne va pas être président. Et donc, nous avons pensé que l'approche qui pouvait aller vraiment à l'unification des forces de l'opposition dans notre pays, c'est d'aller ensemble gagner le Parlement. Vous avez 180 députés. Je pense que même si c'est une dizaine, voire une quinzaine de partis politiques qui se mettent ensemble, les gens chacun peut trouver son compte. On a l'exemple de ce qu'on a appelé d'abord la NUPES et qui est aujourd'hui le nouveau Front populaire en France, où les partis de gauche se sont mis ensemble pour gagner les législatives, en l'occurrence, ou tout au moins pour être premier aux législatives. Donc je pense que c'est la meilleure approche d'un. Et puis il se trouve aussi qu'on a une histoire dans notre pays où on a 2 présidents qui ont été très forts. Et je pense que le vrai changement dans notre pays, c'est qu'il n'y a plus d'hyper-présidentialisation dans notre pays. Et qu'on ne focalise pas sur celui qui va être président. Parce que, voyez-vous, quelle que soit la personne que vous allez mettre à la tête de l'État aujourd'hui, dans les conditions actuelles, si on ne change pas profondément le fonctionnement des institutions, la personne risque de reproduire exactement la même chose, voire pire. Vous comprenez? Donc, ce que nous voulons, c'est la force des institutions, en l'occurrence la force du Parlement, pour améliorer l'ensemble de la batterie de nos lois, mais aussi pour contrôler effectivement le pouvoir exécutif avec un rééquilibrage des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement notamment. D'accord, allez, en commençons par le sujet en débat, le plan de résistance, portant notamment sur la problématique de la mauvaise exécution des projets de développement au Cameroun. Allez, Yannick, aussi vais-je commencer par vous. Une portion de route, Bodé-Poupa-Yabassi, s'est effondrée après la livraison du chantier. L'incident s'est produit aux premières heures de la matinée du 14 août dernier. On lui signalait à l'entame de cette édition causant l'impossibilité de circuler sur un côté de la route. Allez, depuis d'abord, il y a un problème que l'on relève, notamment à travers ce chantier. On relève que en 2017, le chantier avait été attribué à l'entreprise tchadienne Incomat, qui devrait avoir 2 ans pour réaliser justement cette fonction, mais jusqu'en 2023, rien n'avait été fait. Du moins, on n'avait pas atteint au moins les 40%. Et le contrat de cette entreprise avait été résigné. On a donc attribué ce projet à l'entreprise Bunds. Et à l'heure actuelle, on voit déjà que 39 milliards de francs CFA sont inutiles. Aujourd'hui, lorsque vous observez justement ce type de problème, de manière systématique, quel est le nœud
de la problématique de la construction des chantiers au Cameroun. Oui, c'est vrai que un dysfonctionnement dans la réalisation de cette route a permis de rouvrir le débat. S'il n'y avait pas eu cet effondrement dû aux effets naturels, il faut le préciser, mais je pense que ce n'est pas seulement les effets naturels, c'est aussi une malfaçon. Parce que quand vous construisez, on l'a vu dans plusieurs chantiers, moi qui ai fait par exemple les voyages dans les chantiers structurants, je sais qu'il y a un certain type de précautions qu'on prend lorsqu'on construit un certain nombre d'infrastructures. Quand vous regardez bien les fondements, comment un effet naturel a pu complètement couper la route alors qu'on aurait pu mettre des talus, on aurait dû construire à cet endroit une infrastructure qui permettait de bloquer l'effondrement de la terre, en fait, l'émiettement de la terre pour que la route puisse se couper. Donc, je crois que ce sont des malfaçons. Maintenant, le chantier a pris du retard, c'est vrai, pendant plusieurs années, et ça avait été confié, comme on l'avait dit, à une entreprise tchadienne. C'est vrai que les procédures concernant les BTP particulièrement, je ne donnerai pas un secret ici, tout le monde sait que 90% des entreprises qui exercent dans les BTP sont hyper endettées dans les banques parce que on ne les paye pas régulièrement les factures déjà, et de deux, les décomptes sont payés de façon tardive. Donc il va falloir que vous amortissiez un certain nombre de matériel que vous avez. Si vous n'avez pas acheté, par exemple, du matériel technique pour pouvoir travailler et que vous l'avez pris en leasing ou bien vous l'avez pris à partir d'un prêt bancaire, il faudrait rembourser les traits de tout le temps. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que les entreprises se battent à réaliser les marchés, mais utilisent certaines moulinettes pour qu'on puisse payer des décomptes sans qu'il n'ait véritablement fait le travail qu'il faut. Parce que quand vous regardez le coût de cette route, qui est aujourd'hui un décaissement estimé à 32 milliards, ça veut dire qu'un combat a mangé une bonne partie de cet argent. Maintenant, Bonds, qui est venu reprendre le marché, ne prend pas un marché c'est un marché qui est amoncelé. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie de l'argent qui avait déjà été payé à l'ancien prestataire. Il fallait qu'ils se battent à essayer de faire quelque chose pour qu'on ne puisse pas le taxer d'entreprise qui ne veut pas qui veut pas collaborer, comme un combat avait eu une résiliation de contrat. Donc il fallait qu'il fasse vite. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Je crois que techniquement, cette entreprise n'a pas de bons techniciens. Parce que s'ils avaient pris la peine de bien étudier le terrain et de bien faire leur travail, on ne serait pas arrivé à ce niveau. On ne serait pas arrivé à l'effondrement de la route, malheureusement. C'est le comble de la plupart des chantiers. Je vais aussi citer ici, je regardais encore quelques informations sur un barrage que j'ai depuis près de 6-7 ans, je continue à décrire, le barrage de Mouvelet. Dans les différents voyages qu'on a eu à faire dans le métier que j'exerce toujours jusqu'à aujourd'hui, on avait suivi les chantiers de construction du barrage de Lompanga, par exemple, le barrage de Mouvelet, où à chaque fois qu'il y a plusieurs publications que j'ai eu à faire sur ça, à chaque fois qu'on rentrait de ces voyages, je continuais à décrier le fait que l'infrastructure n'était pas opérationnelle. Parce que les personnes qui étaient chargées de la construire n'avaient pas pris la peine de mettre du bon matériel. Jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, la vérité finit par attraper le ministre Gassolino, même comme il essaye de se battre pour faire croire que le barrage fonctionne, mais il ne fonctionne pas jusqu'à aujourd'hui. Et je l'avais déjà décrit. Jusqu'à aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Pourtant, contrairement à ce barrage de Mouvelet, le barrage de Lompanga fonctionne. L'usine de pied a été inaugurée et je crois que ça a commencé à injecter l'électricité dans le RIS. Même chose pour le barrage de Mekin. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Je me souviens qu'à l'époque, quand on était parti là-bas, la première fois qu'on avait fait la mise en eau de ce barrage, il y avait eu l'inondation de plusieurs ponts. On avait décrié ce fait. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle même plus. Je ne sais même pas si le barrage de Mekin injecte quoi que ce soit dans le région tel qu'on était
sud. Maintenant, pour ceux qui sont responsables de tout ça, je crois que on ne cessera de le dire. La malgouvernance ne va jamais cesser d'être décriée tant que les choses ne sont pas faites comme il faut. Est-ce que dans la construction de la rue Bonnet-Poupa, Yabassi, il y a eu un problème de malgouvernance? Je pense qu'il y a un problème de malgouvernance. Puisque si c'était des ingénieurs véritablement formés qui avaient été associés à la construction de cette route, ils n'auraient pas pu accepter qu'on puisse mettre tout au moins du goudron sur une route qui n'avait pas réussi à avoir des sécurités au niveau des abords, des talus qu'on construit. Je crois que le plus petit des ingénieurs de pont et chaussée, c'est qu'on ne peut pas construire une route qui a une dénivellation aussi forte, comme on l'a vu sur les images, et qu'on ne peut pas prendre des sécurités pour qu'il n'y ait pas un problème d'effet naturel, parce que l'effondrement c'est un effet naturel, ce n'est pas dû à un accident, ou c'est un effet naturel, mais on devait tout au moins prendre des précautions. Quand vous regardez toutes les routes qu'on a eu à suivre, bon, je prendrai un exemple que j'aime trop répéter sur la construction de la route qui dessert le barrage de Lompanga. Oui. Vous allez voir qu'aux abords des routes, il y a toujours des talus qui ont été construits tout au long, sur des kilomètres. Il y a des talus qui ont été construits sur des kilomètres, et ça ressemble un peu à la même structuration que cette route de Montpellier. Ça a été construit sur des kilomètres pour empêcher justement que la terre ne s'effrite et que plus tard on ait des problèmes avec cette route. Pourquoi pas avoir copié mon exemple et avoir fait pareil? Moi, je pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'on doit continuer à faire confiance à cette entreprise compte tenu du fait qu'elle n'a pas démontré sa capacité de pouvoir faire une infrastructure qui est solide? Peut-être même qu'aujourd'hui, l'effondrement de cette route nous prépare à d'autres catastrophes qui peuvent arriver plus tard sur des infrastructures qui ont été construites de la même façon. Peut-être qu'aujourd'hui, on interroge, après cet effondrement, le dossier technique qui est élaboré par le ministère des Travaux publics, oui, en ce qui concerne le cahier de charges qui est imposable aux entreprises pour construire les routes. Est-ce que le dossier technique a été assez mûri pour que quand l'entreprise prenne, avec toutes les spécificités que le dossier technique renferme, a été capable de réaliser exactement ce qui a été mis à l'intérieur? Parce qu'aujourd'hui, le ministre Nganou Dioumessi est en train d'estimer que ce n'est pas une faute de l'entreprise. Parce que quand vous suivez sa réaction après cet effondrement, lui, il estime que c'est un effet naturel, que l'effet naturel peut arriver. Non, l'effet naturel arrive quand l'infrastructure est mal faite. Si vous construisez bien, pourquoi cet effondrement n'arrive pas sur toutes les autres routes qui ont été construites par d'autres entreprises qui sont assez aguerries? On ne citera pas les noms. Pourquoi les effets naturels n'arrivent pas dans d'autres infrastructures où il y a eu des précautions assez importantes pour qu'on puisse mettre une route assez viable et qu'il n'y ait pas de problème plus tard? C'est le questionnement. Maintenant, en termes de coût, je crois que le coût de la route a toujours été des globes. Parce que je crois que le Popayaba, en termes de kilométrage, je crois que c'est le kilométrage le plus cher de toutes les routes de ce type qui ont été construites depuis des années. Je crois que le montant a été décrié pendant plusieurs années par plusieurs journalistes, mais aujourd'hui, on donne encore raison à la presse en expliquant qu'ils ont dû avoir raison de décrier le fait que le marché n'a pas été exécuté dans les délais, d'abord déjà, et de deux, qu'on n'ait même pas pu donner ça à une autre entreprise qui puisse régler ce problème définitivement. Parce que vous savez que les populations Yabassi, depuis des années, décrivent, comme ceux du MBAM, leur isolement complet du développement, des projets de développement au Cameroun. Ils ont peut-être eu la bonne chance d'avoir une élite qui est assez forte. On ne va pas le citer, mais une élite qui est assez forte, qui a pu pousser pour qu'on puisse définitivement terminer cette route, bon, qu'on puisse l'engager et arriver à ce stade ici. Malheureusement, nous, dans le MBAM, on n'a pas eu cette chance-là parce que si vous arrivez dans le MBAM, c'est la mer à boire. C'est la mer à boire en termes d'infrastructure routière. Donc, je pense que c'est normal d'avoir décrié
la malfaçon que Burns a eu à faire qui a causé cet effondrement. Bien, on va répéter tout à l'heure les chantiers routiers qui, selon le côté gouvernemental, Cameroun Tribune, dans son édition du 2 mars 2023, Cameroun Tribune parlait des habituels freins, de nombreux obstacles qui concluent justement d'entraver l'exécution des chantiers infrastructurels au Cameroun. Mais avant d'y arriver, Tayo Kamge, depuis d'abord, le ministre des Travaux publics a carrément accusé les effets naturels, notamment des changements climatiques, notamment qui sont à l'origine aujourd'hui de cet effondrement-là. D'aucuns ont raillé justement cette perspective argumentative en estimant que c'est assez léger. C'est votre point de vue également? Je ne suis pas un spécialiste des ponts de fusée, la construction, mais toutefois, le problème qui se passe, qui a eu lieu, la difficulté qui a eu lieu, qu'on retrouve là, n'est pas seulement sur cette construction. De manière générale, nous nous rendons bien compte que tout ce qui concerne les grands projets, et même parfois les petits projets, aucun n'arrive, pratiquement aucun, je dirais pas aucun, mais pratiquement peu arrivent à terme. Je veux dire que les populations peuvent quand même voir rarement le bénéfice des actions qui ont été posées par rapport aux grands chantiers. Ceci n'est pas simplement vrai au Cameroun, c'est aussi vrai en Côte d'Ivoire, c'est partout au Cameroun, partout en Afrique. Vous remarquez que très souvent, les projets, nous avons la capacité à penser ou à dire, à énoncer les grands projets, mais peu arrivent à terme. Mais avant de commencer, je voudrais dire une chose en ce qui concerne, par exemple, pour montrer notre exemple, parce qu'après, le problème, c'est que nous souffrons d'un déficit global de rationalité, ou j'allais dire, oui, de la rationalité de manière globale. On a une absence de rationalité. Vous vous souvenez que la Sanaga, on a, pour avoir de l'eau à Yaoundé, on est parti tirer à partir de la Sanaga. La Sanaga est, par rapport à Yaoundé, je veux dire, sur un point de vue, comment je sais pas dire ça, et en dessous, et dessous, n'est-ce pas, Yaoundé est sur les collines, en haut, et la Sanaga est en bas. Et donc, pour avoir l'eau à Yaoundé, on a installé trois pompes pour nous envoyer de l'eau. Et ces pompes-là consomment justement d'électricité. Or, donc ça veut dire que sur tout le Cameroun, la société qui nous fournit l'eau nous utilise à peu près 13 mégawatts. Pour tirer l'eau de la Sanaga, pour Yaoundé, on a installé 3 pompes. Les 3 pompes consomment de l'électricité. Et cette électricité-là, pour pousser l'eau, il y a une première pompe qui pousse jusqu'à Komtou, une deuxième pompe qui pousse l'eau jusqu'à l'entrée de Yaoundé, et c'est à partir de là, il y a une troisième pompe qui pousse l'eau pour arriver ici. Ces 3 pompes-là consomment à peu près 35 mégawatts, alors que l'entièreté de la consommation d'électricité de notre société d'eau est à peu près de 13 mégawatts. Cela voudrait dire que le barrage que nous avons fabriqué là-bas, pour envoyer que dans une partie de cette d'électricité est là pour pousser l'eau jusqu'à Yaoundé. Alors que, paradoxalement, on aurait pu prendre l'eau à partir de Mbanayo, qui sur le plan de la dénivellation est en hauteur, et c'est pour ça qu'on avait tiré l'eau avec Colavi, vous vous souvenez, qui arrivait à Yaoundé. On aurait pu faire une deuxième turbine d'eau pour envoyer l'eau à Yaoundé et ne pas dépenser autant. Vous imaginez qu'on va prendre 35 mégawatts pour pousser l'eau jusqu'à Yaoundé. Ça fait que l'eau qui va arriver à Yaoundé sera la plus chère. Ça, c'est juste pour que l'eau arrive. Après, il faudra traiter l'eau. Vous imaginez comment un pays comme le Cameroun, qui a autant de rivières, va payer pratiquement l'eau la plus chère. Nous allons à Yaoundé payer l'eau la plus chère au monde. Parce qu'effectivement, il nous manque un déficit de rationalité, de la raison. La raison nous échappe. Une autre chose autre chose pour montrer que nous avons ce déficit-là, ce sont vous avez parlé tout à l'heure du barrage qui a été construit, je crois que c'est le
nom m'échappe tellement, il y a des projets de barrage. Il y a Memvele, Oui, il y a Memvele, Lombaga. Où à la fin de la construction du chantier, on se rend compte qu'on a oublié de faire les lignes qui allaient transporter l'électricité. Donc ils ont fini le barrage. Ils ont fini le barrage. Après, ils se disent, aïe, on n'a pas pensé à mettre les fils électriques qui vont transporter la lumière, enfin l'électricité, jusqu'à Yaoundé. C'est à ce moment-là qu'on lance un autre appel d'offres pour construire, Entre-temps, ce barrage-là que nous avons pris avec de l'argent, puisque nous avons emprunté de l'argent, on va commencer à rembourser cet argent-là, alors qu'il ne fonctionne pas. Vous y voyez donc que notre fonction publique, ou l'État du Cameroun, ou les Africains de manière globale, manque, c'est ce qu'on va manquer. Pas les Africains, pas les Africains. Si vous permettez, vous allez comprendre pourquoi. Les Africains de manière globale. Non, pas les Africains de manière globale. Pourquoi les Africains de manière globale? Ou est-ce que vous pouvez... En tout cas, allez-y. Vous aurez la parole tout à l'heure, Samuel. Les Africains de manière globale, n'est-ce pas, manquent ou ne font pas usage de la raison. Ils font plutôt usage de ce qu'on va appeler, malheureusement, la pensée magique. On pense que quand on est assis à la maison, tout va se faire et on ne réfléchit pas du tout. Comment pouvez-vous penser qu'un État comme le Cameroun, qui se lance dans les grands projets, n'ait pas de bureau d'études conséquents? Vous vous souvenez que sur le plan des sciences sociales, un des laboratoires qui travaillait sur les sciences sociales a été fermé. Un autre laboratoire, j'oublie le nom, qui était un très grand cabinet, pas un cabinet, mais un laboratoire, n'est-ce pas, qui travaillait, qui assistait les ministères des travaux publics de manière globale au Cameroun, tous les deux ont été fermés dans les années 90. Autrement dit, nous sommes dans un pays où nous avons beaucoup de personnes qui écrivent des très belles choses, mais qui ne reposent pas sur la science. Autrement dit, nous ne croyons pas à la science. Parce que si on a croyé à la science, il y a des choses qui ne pourraient pas nous arriver. Mais ce n'est pas simplement la faute. Ce n'est pas la faute, quand je crois que le grand frère se fâchait parce que je parle de la rationalité, et quand je parlais des Africains, nous avons tous subi, que ce soit au Cameroun, que ce soit partout en Afrique, nous avons subi un très grand désastre dont nous évitons de voir les conséquences. C'est que nous avons subi l'esclavage. L'esclavage a eu pour corollaire la destruction de notre capacité à réfléchir par soi-même. Et nous sommes là à la remorque de la pensée des autres. Parce que nous sommes la rationalité nous échappe, le manque de confiance en soi nous échappe, qui sont les corollaires, n'est-ce pas, de la pratique de l'esclavage. Donc du coup, nous sommes irrationnels dans tout ce que nous faisons. L'État du Cameroun et les autres États africains sont pratiquement des excroissances de l'irrationalité en tout ce que nous faisons. Là, et je termine par là, pour vous laisser la parole. Quand je parle de la pensée, de la pensée magique, on ne fait rien, non, parce qu'on va s'en sortir. Nous vivons de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Vivre de la pêche, de la chasse et de la cueillette, ça veut dire qu'on ne réfléchit pas. Le dernier exemple pour vous montrer que nous ne réfléchissons, l'administration camerounaise, ou les fonctionnaires camerounais, ou l'élite que nous avons aujourd'hui, vivre de la chasse et de la cueillette, n'est-ce pas, c'est la création de ce qu'ils ont appelé la caisse de dépôt et consignation. On vous dit, l'argent qui est déposé quelque part, on va aller récupérer ça pour faire autre chose. Mais l'État ne peut pas du Cameroun, au lieu de penser à comment faire pour que les Camerounais gagnent de l'argent, lui compte sur le fait que les personnes vont laisser l'argent à la banque, n'est-ce pas, et il va aller récupérer ça pour faire les grands... pour faire ses projets. Si les gens n'avaient pas travaillé, comment aurait-il pu? Lui, il vient simplement, ils sont là en permanence à chercher les grappes, n'est-ce pas? Mais jamais de créer les possibilités de créer la richesse. C'est pour dire que l'absence sur les projets, quand vous voyez les projets comme celui qui s'est écoulé là-bas, c'est le bureau d'études. Une entreprise, elle a bien fait, l'entreprise a fait son job, elle a fini son travail, ce travail a été réceptionné. Ça veut dire que celui qui a réceptionné le travail, pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vérifié ça? Le cabinet qui devait vérifier, devait vérifier. Et ne pas réceptionner. S'il a réceptionné, c'est que la personne a répondu au cahier des charges. Si le cahier de charges a été mal fait, ça c'est la responsabilité de l'État. Et si c'est l'État qui ne l'a pas fait, la responsabilité de là, encore une, parce que l'État lui-même ne réfléchit pas de manière rationnelle. L'État du Cameroun a été dans une absence de rationalité
terrible. Et c'est pour ça que vous pouvez voir des gens, j'ai vu une anecdote, j'ai vu une dame qui faisait dans les... qui au départ avait une entreprise, dans le cadre de la fonction publique, avait une entreprise pour de nettoyage. Et après de service traiteur, on peut se dire que ça peut près aller. Mais après ça, j'ai vu cette femme-là, elle a gagné le marché de construction des routes. Je me dis la main sur la tête. Elle a gagné les marchés de construction de routes. Et comment elle fait? Comment a-t-elle fait? Si ce n'est pas le manque de rationalité, comment pouvez-vous donner le marché à une dame qui a une entreprise, qui certes a peut-être une entreprise, elle a une entreprise, elle a des moyens financiers, mais elle gagne le marché de route. Elle gagne comment ça se fait? C'est le manque de rationalité, c'est le manque de raison. Donc quand je parlais, le grand frère, c'est le manque de raison et le manque de rationalité dont nous sommes victimes. Et donc, comment on change ça? C'est le système scolaire. Quels sont les contenus des programmes scolaires pour que les gens arrivent? Quand quelqu'un part à l'école, il triche. Mais c'est le manque de rationalité, puisque demain matin, vous aurez à travailler de quelque part. C'est le manque de rationalité qu'on donne. C'est pas possible. C'est le manque de rationalité, de la raison. C'est la raison qui nous échappe. Et si nous n'avons plus la raison, pourquoi est-ce que nous avons même demandé l'indépendance? Si nous sommes incapables d'avoir la raison. D'accord. Allez, Samuel Blanc, vous êtes ingénieur de génie civil. Dites-donc, lorsque nous passons de routes telles que Boni-Poupa, Yabassi, c'est fort, on appelle livraison de chantier. Comment analyse-t-on la causalité d'un tel phénomène? Bon, d'abord, je voudrais, avec votre permission, revenir sur une ou deux choses. Il faut dire qu'il ne faut pas extrapoler les problèmes que nous avons au pays à l'ensemble de l'Afrique. Vous savez, pour être factuel, le SMIC au Cameroun, je crois, c'est 41 500 francs, quelque chose comme ça. Et il y a, y compris dans la région, la sous-région d'Afrique centrale, il y a des pays qui ont des SMIC à 150 000 francs. Donc, c'est pas la même chose. On n'arrive pas à faire fonctionner une compagnie aérienne au Cameroun. On a des pays en Afrique qui font fonctionner des compagnies aériennes. Voilà. Donc, il ne faut pas extrapoler et puis faire comme si les Africains sont peut-être des idiots, des gens qui n'ont pas de raison. Non. Y compris au Cameroun, il y a des gens qui sont très bien, qui sont raisonnables. Mais on a un problème de gouvernance. Donc, il ne faut pas masquer le problème de gouvernance que nous avons, qui est réel, qui fait souffrir les Camerounais. Parce que les Camerounais souffrent énormément de ce déficit de gouvernance. On a des pays en Afrique où on tient des conseils ministériels chaque semaine. Au Cameroun, je ne sais plus depuis combien d'années on a pu tenir de conseils ministériels. On ne sait plus quand le président de la République a rencontré ses ministres dans le cadre de ce type de réunion. Donc, les problèmes camerounais sont des problèmes camerounais qu'on ne doit pas étendre à l'ensemble de l'Afrique, au risque de faire croire que les Africains sont essentiellement des idiots, des gens qui ne comprennent rien parce qu'ils ont été traumatisés par je sais pas moi, le colon. Par le colon ou bien par l'esclavage. Donc, je crois que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas a priori dédouaner l'entreprise parce que si l'entreprise a fait les travaux et que la route s'est effondrée, parce que les travaux ont été réceptionnés, alors ça dit qu'on peut dédouaner l'entreprise. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quand vous êtes une entreprise de travaux, vous venez vous trouver un cahier de charge. Vous avez l'obligation de reprendre les études. C'est ce qu'on appelle études d'exécution. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord que le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, donc l'équipe technique qui accompagne le maître d'ouvrage, ils font d'abord une étude, qui est une étude prévisionnelle en réalité. Et donc l'entreprise qui a gagné le marché a l'obligation de faire une étude d'exécution. Et c'est dans le cadre de cette étude d'exécution qu'éventuellement on arrive à faire des avenants parce qu'on a observé que peut-être l'étude prévisionnelle présentée par le maître d'ouvrage avait des problèmes. On arrive à faire des avenants, on modifie le cahier de charge et tout ça. Et donc on exécute, tout le monde est d'accord que voici comment la route doit être faite, et puis on l'exécute. Donc on ne peut pas dédouaner, et surtout pas l'entreprise. C'est peut-être les deux pour répondre directement à votre question. Maintenant, pour répondre à votre question précisément, vous savez, la route, l'idéal pour la route, c'est qu'elle soit plate. C'est l'idéal. L'idéal pour la route, c'est qu'elle soit plate. Mais il se trouve que le terrain naturel, lui, n'est pas plat. Donc on va trouver des vallées, on va trouver des collines. Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est obligé de construire des ouvrages. On va peut-être casser une colline pour qu'elle ne soit pas très brute.
Mais quand elle est vraiment très grande, on peut faire un tunnel. Vous comprenez? Pour traverser la colline. Lorsqu'on est sur des points bas, bon, on peut faire des viaducs, on peut faire des talus. Enfin, quand je dis talus, on peut faire des remblais. Vous comprenez? Et c'est peut-être le cas. C'est le cas. Ça veut dire que là, on est sur un point bas, on fait un remblai pour essayer de rattraper le niveau de la route. On fait un remblai. Et il y a des techniques pour faire le remblai. Ce n'est pas compliqué. Ça veut dire que pour faire le remblai globalement, ça veut dire qu'il faut faire des essais sur le matériel qu'on utilise pour faire le remblai. Parce qu'on ne fait pas le remblai avec n'importe quel matériel. C'est ça. Après, on doit compacter le remblai. Il y a des techniques pour compacter le remblai. Donc, il y a des tas de choses à faire pour que le remblai puisse tenir. Après, le remblai, bon, il a des talus. Parce qu'évidemment, si vous le mettez comme ça, ça ne va pas tenir. Donc, on est obligé de faire des talus. Parfois, si la pente n'est pas très bonne, si la pente est très bonne, ça peut tenir. Parce que ce n'est pas tous les remblais, ce n'est pas tous les talus qu'on protège par des pavements en pierre. Mais normalement, les conditions, si les conditions l'exigent, on peut protéger par le pavement en terre. Il y a d'autres techniques pour protéger le bon, mais en général, dans les points bas sont des points qui généralement recueillent les eaux. Oui. Donc ça veut dire que dans la plupart des cas, à la base du talus, vous avez un ouvrage d'art pour faire passer les eaux. Vous comprenez? Parce que le talus, c'est ça, vous avez un creux qu'on remplit. Et généralement, dans le creux, c'est le lieu de passage des eaux. Et donc, on est obligé de faire un ouvrage d'art. Ça peut être une buse, ça peut être un dallo, bon, ça peut être un pont. Si le débit d'eau est très grand et tout ça, c'est peut-être un petit coup d'eau. Bon. Donc, et pour faire cet ouvrage d'art, il y a des éléments concrets qu'on utilise pour le dimensionnement. Donc, ça veut dire qu'on va regarder, par exemple, la pluviométrie. On étudie la pluviométrie de la zone. Ok? Ça veut dire qu'on étudie la pluviométrie de la zone. Et puis, on va voir un peu toute la zone qui impacte. Ça veut dire que toute la surface, on appelle le bassin versant. Oui. Donc, ça veut dire que toute la surface qui est en amont et dont les eaux viennent dans cet ouvrage. Donc, ça, c'est deux éléments essentiels dans le dimensionnement des ouvrages. Bon, si vous est-ce que les différents techniciens ont donc tenu compte au niveau du son, au niveau de la faute de pluviométrie? C'est pour ça que je dis que dans le dimensionnement de ces ouvrages d'art, si vous ne dimensionnez pas bien l'ouvrage d'art et que l'eau ne peut pas passer normalement, parce qu'on dimensionne l'ouvrage d'art pour que l'eau qui descend du bassin versant, qui envoie l'eau dans la zone, que l'eau passe aisément. Mais si vous ne faites pas ça, que vous ne dimensionnez pas bien, évidemment, l'eau ne va pas passer normalement. L'eau va monter, l'eau va attaquer le pas de talus. Et si en plus vous n'avez pas bien conçu votre talus, ça veut dire que vous n'avez pas fait un bon compactage, vous n'avez pas choisi le matériau, évidemment, tout va partir, ça va partir. C'est clair que ça va partir. Donc, il y a manifestement un problème de malfaçon. Ok? Il y a manifestement un problème de malfaçon. Et ce qui est regrettable, c'est que lorsque ça arrive, la première chose, c'est de commander l'audit indépendant. Ce n'est pas que le ministre court là-bas pour dire que ce n'est pas que le ministre court là-bas pour dire que c'est à cause des effets naturels que... Non, c'est faux. Soit il veut mentir les Camerounais, soit il veut mentir le président de la République, ou on ne sait pas de quoi il parle. Parce que tout le dimensionnement des ouvrages qu'on fait, c'est pour répondre justement aux conditions naturelles. Au Japon, le Japon est une zone sismique, mais ce n'est pas tous les séismes qui font tomber toutes les maisons au Japon. Parce qu'il y a justement, lui en tant que ministre, au lieu qu'il soit dans la normalisation, justement, au lieu qu'il soit dans les études, qu'il soit dans la supervision, il est englué dans l'exécution. Il est englué dans l'exécution. Et c'est une aberration. Et c'est une aberration de voir que vous avez le ministre des Travaux qui s'occupe, qui est chargé des études. Parce que en tant que dans la répartition des rôles, le ministre des Travaux publics, il est maître d'œuvre de l'État. Donc c'est lui qui est censé contrôler, assurer la qualité de tous les ouvrages réalisés par l'État. Et il ne peut pas être en même temps celui qui réalise. Donc dans le cas des routes, par exemple, il est à la fois contrôleur et exécutant. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Oui. Bon, nous, je prends un exemple. Par exemple,
au moment réformateur, par exemple, lorsque le ministre des Travaux publics, en grande pompe, a parlé de l'automatisation des postes de péage, c'est la presse qui a relevé les éléments de ce projet. Nous avons pris en compte les éléments de ce projet. C'était tellement aberrant que nous avons fait une contre-étude. Nous nous sommes rendus compte que, le gars qui a fait les études, en l'occurrence l'entreprise, juste pour ne pas la citer, elle a bénéficié de plus de 2 milliards de francs pour faire l'étude de l'automatisation de 14 postes de péage. Et quand c'est automatisation de 14 postes de péage, c'est pratiquement la même chose en réalité. Donc ça veut dire que c'est comme si vous faites des études pour automatiser un poste de péage et puis c'est ce que vous implémentez sur les autres postes. Donc vous bénéficiez de plus de 2 milliards pour faire cette étude. C'est la première chose. Quand on lit le rapport d'études, le gars qui a fait les études, il dit que lui, il n'a pas fait, parce que dans les études, la moindre des choses, c'est de faire l'étude du trafic. Oui. Parce que si on veut faire un PPP sur l'automatisation des postes de péage, il faut savoir combien ça coûte pour évaluer tout ça. Et donc la moindre des choses, c'est de faire une étude de trafic. Et quand on lit son rapport, on se rend compte qu'il n'a pas fait d'étude de trafic. Mais que les amis au ministère des Travaux publics lui ont donné une vieille étude de trafic qu'il a utilisée. Il utilise lui-même et en mettant les réserves que je ne suis pas très sûr de la qualité de cette étude parce que les éléments de trafic m'ont été donnés par. Première chose. Deuxième chose, le gars lui-même, dans son rapport, il arrive à la conclusion qu'on ne peut pas avoir l'automatisation de postes de péage dans notre pays. Parce qu'évidemment, la monnaie électronique n'est pas développée, que les gens utilisent leurs vieux billets de 500 francs et tout ça qu'on ne peut pas mettre dans les automates ou bien de toutes les façons. Et donc, forcément, à la limite, on aura un projet de semi-automatisation parce que les gens vont continuer à donner payer à la main. Or, le ministre, quand il présente le projet en disant que on veut sécuriser 4 milliards par an parce que les gens touchent l'argent à la main. Parce que ceux qui sont au niveau des postes, c'est ce qu'il dit. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse contradiction entre le gars qui a fait les études, payé par le ministre, et l'option de faire. Parce que non, il aurait dû même s'arrêter là. Donc, il ne s'arrête pas là. Il fonce sur l'automatisation de poste péage et il fait un PPP. Par quelle magie, on ne sait pas. Le gars qui a fait les... Faut-il PPP, partenariat public? Oui, partenariat public-privé. Pour le gouvernement de notre territoire. Oui. Donc, le gars qui a fait les études, comme par hasard, se retrouve parmi les gens qui vont construire le péage. Ah ouais. Donc, et puis, quand on fait une contre-expertise, on se rend compte qu'en réalité, si on veut faire ce travail qui en réalité consiste peut-être pour sécuriser, donc ça veut dire que c'est peut-être un système de contrôle d'accès couplé à une vidéosurveillance, on se rend compte que c'est quelque chose qui ne peut pas aller au-delà de 5-6 milliards de francs CFA. Et je vous rappelle que les travaux là ont été évalués à 42 milliards. Et donc, vous voyez donc que quand vous avez quelqu'un qui est en même temps contrôleur et exécutant, il fait n'importe quoi. Il n'y a personne pour... ça veut dire que si par exemple le mouvement de formateurs n'avait pas pris l'initiative de refaire ce travail-là, de saisir d'abord le gouvernement qui a fait la sourde oreille, et puis saisir la CONAC pour qu'on voie enfin l'annulation de ce PPP, les Camerounais auraient non seulement perdu 42 milliards dans cette histoire, mais les Camerounais auraient perdu tout, parce qu'en réalité, à la fin c'est quoi? La fin c'était un gros détournement de l'ensemble des recettes de péage, parce que on garantissait à l'opérateur économique 8 milliards et demi par an en termes de revenus. On lui garantissait ça. Alors que le péage, même par an, ne vaut pas ça. Donc il fallait prendre tout l'argent du péage pour lui donner et aller chercher encore quelque chose ailleurs pour lui donner. Vous comprenez que... Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'on a un gros problème avec les études, d'abord avec l'organisation, tel que j'ai dit. À la fin de cette étude que nous avons faite, nous avons proposé qu'on puisse avoir une société nationale des routes. Une société nationale des routes
un peu comme on avait la régie FECAM pour le chemin de fer, même si après la concession, aujourd'hui c'est Camrail. Oui. Oui. Qu'on ait une société nationale de route, parce que le ministre qui doit être dans la normalisation, dans la programmation, dans la supervision, ne peut pas être dans l'exécution. Donc il faut une entité qui s'occupe effectivement de la construction des routes. Bon. Et on a besoin d'une autre entité qui s'occupe de l'étude. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui ont été pris là maintenant. Mais la plupart de ces exemples, vous allez vous rendre compte, c'est parce que les études sont mal faites. Et on a un système aujourd'hui où, bon, comme ce sont les partenariats publics-privés qui sont à la mode, quelqu'un vient parfois, je ne sais pas moi, il sort de n'importe quel pays, je ne veux pas indexer un pays en particulier, il sort de n'importe quel pays avec son projet à la main, il vient, il donne ça au ministre. Bon, comme c'est le ministre qui est contrôleur et exécutant et tout ça, bon, il suffit que le ministre dise que c'est bon, ok, allez, on se lance, pour se rendre compte après que, mais, attendez, on a dit que le projet c'était 320 milliards. Mais on a fait à peine le tiers du projet, on est déjà à 400 milliards. Il faut chercher encore peut-être 700 milliards ou bien quelque chose pour finir le projet. Je parle à peu près de la route Douala-Yaoundé, de l'autoroute Douala-Yaoundé. Oui. Oui, c'est à peu près ça. Et c'est la même chose avec l'autoroute aidée à Ebi. Donc, mais techniquement, sur quelle base sont sélectionnées les entreprises adjudicataires des travaux? Oui, mais c'est ça le gros problème en réalité, c'est qu'à partir du moment où vous faites tout, je vous ai cité un exemple, peut-être que vous n'avez pas fait attention, comment est-ce que le gars qui a gagné le marché pour faire les études se retrouve en train de faire des travaux? C'est une collusion terrible. Et comment est-ce que le gars qui fait les études, ce sont les agents du ministère qui lui donnent des éléments? Au lieu que c'est lui qui fasse des études, pourquoi? Donc, on nage en pleine corruption. Je pense que le ministère des Travaux publics, je ne voulais peut-être pas arriver là, mais le ministère des Travaux publics est peut-être l'un des ministères les plus corrompus aujourd'hui, où exactement on donne des marchés à des amis, on donne des marchés à soi-même sous couvert des prête-noms. Vous comprenez? Si on fait une enquête sérieuse, je ne serais pas surpris qu'on se rende compte que la plupart des gros responsables du ministère des Travaux publics ont des entreprises avec des prête-noms, ils s'attribuent des marchés. Et donc, je ne suis donc pas surpris que le ministre court pour sauver Burns. Burns qui est une entreprise nationale, il faut le préciser. Il n'a pas le recul, oui, mais il n'a pas le recul. Pourquoi il n'a pas le recul? C'est non parce qu'il se sent impliqué quelque part. Il n'a pas le recul parce que normalement, quand vous avez une catastrophe comme celle-là, en tant que responsable, la première chose c'est de dire, arrêtez-moi d'abord ça. On commande de dire pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on n'a pas bien fait le talus? Est-ce qu'on a mal dimensionné l'ouvrage de passage? Est-ce que l'ouvrage de passage devait être là et qu'on ne l'a même pas mis? On commande une étude. Et c'est l'étude ce sont les conclusions de l'étude que lui, il doit présenter au Camerounais. Mais il court pour prendre la protection d'une entreprise. Comme qui tirait pour sauver les meubles. Voilà. Je vois que tout ça n'est pas normal. Ouais, oui, allez-y, ce que vous venez de dire là, je suis parfaitement d'accord avec je soutiens parfaitement tout ce que vous avez dit, même si je ne suis pas un spécialiste, donc mon avis peut être nuancé. Mais vous venez de soulever, de dire qu'effectivement, les Camerounais, parce que j'ai extrapolé sur la raison, sur les manières globales sur les Africains, bon, ça c'est un autre débat. Mais les Camerounais, c'est le manque de raison. Comment quelqu'un peut être à la fois comment dire, le contrôleur qui fait l'exécutant, et l'exécutant. Mais ce que vous n'avez pas, il y a eu une polémique il y a eu un moment où le ministère des Travaux, parce qu'il construit les routes et les péages, voulait lui gérer le péage. Parce qu'il dit que c'est lui, comme il a construit, il faut gérer. Mieux, on aurait pu lui demander, mais comme tu es l'ingénieur de l'État et que tu as construit les hôpitaux, pourquoi tu ne gères aussi les hôpitaux? Pourquoi c'est le péage absolument que tu veux gérer? Vous voyez donc, et pour revenir à cette dimension de la corruption, partout c'est le manque de la corruption, même tout ça, c'est le manque de la raison, le manque de raison, le manque de rationalité qui fait que comment dire, la main gauche et la main droite font exactement le même travail. Il est il est conseiller, en même temps il est exécutant. C'est ce qui se passe là-bas. Et j'ai cru comprendre, parce que j'ai suivi un peu à un moment le dossier Sui Egis, même si je le suivais à un moment un peu plus loin, mais il se pourrait que
c'est la société Aegis qui devait nous dire le montant de recettes parce qu'elle devait récupérer l'argent. Et c'est elle qui devait nous dire, qui devait dire à l'État, n'est-ce pas, ce qu'elle a récupéré. Quand on lui demande, non, on veut automatiser, vraiment, il faut que nous ayons la lisibilité complète, l'entreprise ne voulait pas. C'est elle qui devait nous dire à la fin, et comme il dit, on devait lui donner encore 8 milliards, n'est-ce pas? Et c'est elle qui devait nous dire combien d'argent elle a gagné, et combien il manque dans les 8 milliards pour qu'on le lui donne. Vous comprenez que la corruption, qui est aussi une absence de raison, une absence de rationalité, c'est la chose la mieux partagée dans ce ministère-là. Personne ne fait ce qu'il faut. Tout le monde est à créer son... Il y a quelque part, je dirais, et peut-être le grand frère va encore se fâcher, mais il y a un manque d'amour, il y a une haine. L'Africain se hait quelque part. Non, l'Africain, c'est pour ça que c'est pas l'Africain. On a un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Non, quand vous parlez de la gouvernance, c'est la haine. Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, y compris au Cameroun, on a des gens raisonnables. Et c'est pour ça que nous avons une opposition au Cameroun qui n'accepte pas la gouvernance qui est faite là maintenant. Vous comprenez? Donc c'est un problème de gouvernance. Je vous dis, nous parlons de l'État. Nous parlons de l'État. N'est-ce pas? À l'intérieur, et les personnes qui y sont, les personnes qui représentent l'État, n'est-ce pas, ont de la haine. Parce que vous ne pouvez pas avoir détourné l'argent d'un hôpital. C'est de la haine. Vous haïssez vos frères. Vous voyez quelqu'un qui a 70, 75 ans. Il est dans une opération de jonglage de 1 milliard ou 2 milliards dans un marché public. À 70, 80 ans, vous jonglez encore de l'argent pour faire quoi? Vous imaginez à 80 ans, à 70 ans, il y a des gens qui sont dans les marques, qui continuent à rester dans la fonction publique ou à 65 ans, qui vous jonglent de l'argent, qui jonglent les marchés publics. À 60, vous jonglez 1 milliard, 2 milliards à votre âge, c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas la haine de vos enfants, vous haïssez vos enfants, vous haïssez la population qui vous a vu naître. C'est pas possible. Parce qu'à un moment, on ne peut pas simplement rester au niveau de la gouvernance. La gouvernance, quand vous parlez de gouvernance, grand frère, vous parlez des personnes civilisées. Vous parlez des êtres humains qui dans la gouvernance. Mais là, non, nous sommes dans la de la haine. Si vous dites que ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, et les Camerounais, je suis d'accord avec vous. Non, il hait. Oui, il hait. Ceux qui sont en responsabilité. Oui, non, je parle. Non, pas le Camerounais. Non, le Camerounais ordinaire. Le Camerounais, non, nous sommes d'accord que ces personnes-là haïssent, ont de la haine. Et cette haine-là, malheureusement aussi, elle se retrouve dans la société où les gens, pour un oui ou un non, au bord de la route, vous voyez comment on se comporte. Parce que l'élite en elle-même, celle qui a la fonction, celle qui a la direction de l'État, vous ne pouvez pas voler l'argent de l'hôpital, vous ne pouvez pas découvrir l'argent du Covid, et après ça vous continuez à bavarder fort, à vous agiter, vous nous créez les choses. Mais non, c'est de la haine, c'est pour ça qu'on ne peut plus rester simplement sur le problème de la gouvernance, grand frère. Ça a dépassé le problème de la gouvernance. La gouvernance veut dire qu'il y a incompétence, on n'a pas été capable de... Vous voyez, non? Et on peut, par des mécanismes, on peut comment dire, subvenir à cette situation-là. Mais là, nous sommes dans le cas de la haine, et c'est une maladie psychiatrique. C'est une maladie, et quelqu'un m'avait dit une fois, chaque fois que vous nommez un Camerounais à une fonction publique, à une fonction de l'État, la deuxième chose que vous devez faire, c'est lui adjoindre un psychiatre. Parce qu'il devient fou. Il pense qu'il connaît tout. Et vous n'avez qu'à voir le ministre Nganou Medjoum ici. Il connaît tout, il parle de tout dans tous les marchés. Non, il y a un moment, il doit se contenter de dire et de contrôler. Mais il ne peut pas venir être partout. Chantier routier, ses habituels frères l'ont découvert notamment dans l'édition du Cameroun Tribune du 2 mars 2023 que de nombreux obstacles continuent d'entraver la bonne exécution des chantiers d'infrastructures au Cameroun, des problèmes récurrents. À chaque décembre, des responsables indiquent le journal de la chaîne de construction des infrastructures routières et ouvrages d'art pour évaluer l'état d'avancement des projets sur le terrain. C'est quasiment le même discours qui revient lorsqu'il s'agit de justifier ces ralentissements dans l'avancée des projets. À chaque fois, des instructions sont données pour inverser la tendance, mais il faut croire que la réalité du terrain est bien plus forte que ces contraintes. Sauf que la conséquence, c'est que les chantiers n'évoluent pas, alors que les délais sont consommés et les coûts sont parfois multipliés. Alors, Yannick de Boussiro, je l'ai tout à l'heure, comme ce serait attendu notamment ce qui est un audit indépendant pour évaluer les fondements de la route Boné-Poupa-Yabassi, mais jusqu'ici, on s'est précipité notamment à évoquer les causes naturelles.
Ça pose donc un problème de fond en termes d'évaluation d'un effondrement déterminé. Pourquoi ne pouvait-on pas avoir notamment un autorité indépendante tel que l'a indiqué tout à l'heure Samuel Bilan? Oui, ça devait normalement être la première précaution du ministre dans nos messie. Comme Tayo Kam vient de dire, vous avez des gens qui ne connaissent absolument rien du ministère là où ils sont. Puisque dans nos messie, tout le monde le sait. Je ne sais pas si notre aîné Bilan ici a raison de dire qu'il a une formation d'infirmier et que par quelques acquaintances qu'on connaît bien, il a réussi à entrer à l'INAM à l'époque et il a réussi à entrer dans le système, comme on dit souvent, et aujourd'hui, il peut se prévaloir d'être un très bon technocrate, compte tenu des différentes fonctions qu'il a eu à occuper jusqu'à arriver au niveau du ministère des Marchés et des Travaux publics. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pu avoir le recul nécessaire? Moi, je pense qu'il s'aventure à se comporter comme il a toujours fait. C'est-à-dire que lorsqu'on a un poste de responsabilité, d'abord on apprend ça, on s'appuie d'abord sur les collaborateurs que vous avez. S'il a dit qu'on n'a rien à reprocher à Bund, moi je crois que c'est la répercussion des informations qui lui ont été données par ses collaborateurs immédiats. Et le corollaire, c'est quoi? C'est que, comme le président Bilan l'a dit, c'est la corruption. À l'intérieur de ce ministère, vous avez des gens qui sont entrechoqués dans des collusions mafieuses avec beaucoup d'opérateurs, il y a beaucoup d'argent qui circule, on connaît comment ça fonctionne, etc., etc. Alors, si ces collaborateurs estiment encore qu'il y a des ingénieurs au ministère des Travaux publics qui ont la capacité de mieux analyser ce qui est arrivé sur la route de Yabassi, mais est-ce que ces ingénieurs ont encore la capacité de pouvoir faire le travail technique? Je crois qu'ils sont beaucoup plus aveuglés par les millions, par les millions qui circulent entre les bureaux. Ils sont beaucoup plus aveuglés par ces millions que de regarder véritablement l'aspect technique qu'il faut faire prévaloir lorsqu'il y a un tel problème. Le mieux aurait été, après cette catastrophe, que justement que le ministre, bon, c'est vrai qu'on dit que les audits n'arrivent jamais à produire les rapports jusqu'aujourd'hui. Vous savez qu'il y a beaucoup d'audits qu'on a lancés sur beaucoup de scandales. Ils n'ont jamais fourni les rapports jusqu'aujourd'hui. Il y a même des enquêtes qu'on a eu à diligenter qui n'ont jamais abouti. Peut-être que si le ministre se serait aventuré à dire qu'il faudrait une enquête avec un recul nécessaire pour étudier la raison pour laquelle il y a eu effondrement, peut-être qu'on n'en serait même pas encore là jusqu'aujourd'hui. Bon, il a estimé qu'en disant que l'entreprise n'était pas fautive, peut-être qu'elle va se réajuster et refaire l'infrastructure comme le président Bilan vient de dire, c'est-à-dire que revoir comment ils ont eu à faire l'ouvrage et rectifier si possible pour que ce type de choses n'arrive plus sur, pas seulement au niveau où il y a effondrement, mais sur toute la route. Parce que si demain, au-delà de cet effondrement qui est arrivé à ce niveau de la route, il y a encore une autre catastrophe, je crois que ça sera très très compliqué pour cette entreprise. Peut-être qu'ils vont réévaluer les travaux qu'ils ont eu à faire et voir là où il faut essayer de faire des réajustements pour qu'une telle chose ne puisse pas arriver. Maintenant, je pense que on le décrit depuis que le chef d'État a été réélu il y a plusieurs années. Le fait de garder les mêmes personnes à les mêmes postes pendant des années crée une sorte de sclérose gouvernementale. Depuis que la mandature qui est en train de s'achever, parce qu'elle s'achève justement en 2025, l'année prochaine, depuis que cette mandature a été actée par l'élection en 2018, on n'a plus jamais eu de remaniement jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes personnes... Depuis le 5 janvier 2019. Depuis le 5 janvier 2019, les mêmes personnes jusqu'à aujourd'hui ont gardé leur sans-ponté, ont gardé leur poste ministériel, ont gardé leur réseau, parce qu'il faut toujours dire qu'il y en a. C'est-à-dire que les mêmes réseaux qui ont engraissé ces personnes sont restés au même endroit. On n'a plus des gens qui ont un regard critique sur un certain nombre de choses. Il faudrait qu'on essaie de faire tourner la machine pour que de nouvelles personnes qui arrivent aient un regard critique. Vous avez par exemple vu, je donne un exemple comme ça à la volée, quand au ministère des Mines, il y a eu un changement de gouvernance, qu'est-ce qui est arrivé? On a vu le nouveau ministre qui est arrivé. Comme
il y avait un réseau assez huilé qui était à l'intérieur. Il a quand même réussi à avoir le recul nécessaire pour suspendre un bon nombre de permis d'exploitation. Ça a fait bouger les choses, même comme après, on est revenu presque dans la même sclérose gouvernementale. Dans la même routine. Dans la même routine, mais ça a quand même permis de faire bouger quelques lignes. Peut-être que si, tout le temps, je ne dis pas que c'est ce qu'on doit faire, si on fait des, je prends un exemple, je donne un exemple, si on fait des remaniements tous les 2 ans, et qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent à la tête d'un certain nombre de structures, je crois qu'il y a des choses qu'on ne va plus jamais voir au Cameroun. Parce que le nouveau qui arrive a un regard critique de ce que l'autre est venu faire. Je ne dis pas qu'il vient automatiquement balayer, mais tout au moins savoir le regard critique pour voir s'il faudrait améliorer les choses ou bien s'il faudrait recommencer. Parce qu'on peut bien recommencer. C'est vrai que ça a des contribuables qui se perdent, mais s'il faudrait améliorer, je crois qu'il faudrait toujours de nouvelles personnes. Lorsqu'on fait des années à un poste ministériel et qu'on a réussi à avoir des copains qui gagnent des gros marchés, on a réussi à avoir des grosses structures qui sont les mêmes. Lorsqu'on fait l'appel d'eau pour en Cameroun, ce sont les mêmes sociétés qui réapparaissent. Peut-être même que de nouvelles sociétés entrent. Comme il a dit, quelqu'un hier qui avait un réseau de commerce qui faisait dans la livraison de papiers, demain il crée une nouvelle société, maintenant il fait dans les BTP. Pourtant, même dans sa société, il n'a même pas un seul ingénieur. Mais on sait tout au moins qu'au ministère des Travaux publics, il y a des ingénieurs qui vont faire en sorte que lorsqu'on va lancer l'appel d'offres, ils vont passer l'ingénieur, vous devez mettre dans votre dossier l'appel d'offres des personnes de référence, des ingénieurs qui ont des capacités nécessaires, en fait pour donner un certain nombre de personnes, une ressource humaine à l'intérieur de ce appel d'offres qui soit capable de répondre à un certain nombre de critères pour qu'on puisse valider votre marché. Après, demain, ces personnes restent dans les bureaux, ils vous pilotent les travaux par téléphone, ils envoient des personnes qui n'ont aucune qualité sur le terrain pour construire ce nombre de choses. C'est ce qui arrive. Et aujourd'hui, on en est là. Même cette entreprise Incobat là, cette entreprise tchadienne, si vous regardez bien, il y a quelqu'un qui tire les ficelles par derrière. Ce n'est même pas sûr que, parce que Incobat, je crois que c'est le deuxième ou le troisième marché qui est résilié. Je crois qu'il y avait, je me souviens bien, qu'il y avait un marché Mora, pas Mora, c'était Marwa Mora, oui. Je crois bien, Marwa Mora, qui n'avait pas réussi à exécuter à l'extrême nord. Il y a eu toujours résiliation, mais vous voyez une entreprise qui fait premier marché, on résilie, on part quand même donner un deuxième marché, on résilie. Vous allez encore voir tout en combat là, dans quelques documents, vous allez voir encore donner un marché. Et ce qui est bizarre, c'est que dans tous les marchés qu'on a résiliés, ils ont toujours eu le paiement des premiers des comptes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les avances de démarrage, ils perçoivent toujours ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. Pourquoi on n'arrive pas à les suspendre? Pourquoi on n'arrive pas à avoir un fichier numérique où on peut aller consulter de temps en temps? De fichier, hein, parce qu'ils savent. Voilà, ils savent. S'il y a une entreprise qui a été défaillante sur plusieurs marchés, ils connaissent au ministère des Travaux publics que cette entreprise a été défaillante sur plusieurs marchés. Mais on continue à donner. Même Burns là, il y a beaucoup d'ouvrages que Burns a eu à faire qui n'ont pas été convaincants. Mais aujourd'hui, on donne quand même, on continue tout au moins à donner les marchés à Burns pour construire les routes. Mais on sait qu'il y a des routes, qui existent, où Burns a exécuté les marchés, et ensuite on a vu des malfaçons sur les ouvrages. Mais aujourd'hui, Burns continue à fonctionner, Burns continue à gagner des gros marchés, continue à fonctionner. Je me souviens même qu'il y a une année, lorsqu'on avait commencé à ne plus donner les marchés, il y a eu un lobbying. Le responsable de Burns a expliqué que lui, en tant que Camerounais, c'était pas normal qu'on lui donne pas les marchés, qu'on donne les marchés aux étrangers, à Rap Contractor, à Razel et tout. Mais justement, on ne donnait pas, parce que je me souviens qu'à l'époque, quand ils faisaient l'infrastructure, il y avait des malfaçons. Et ils ne voulaient pas venir arranger, parce que quand les dessous de table sont passés, les gens essaient de laisser passer un certain nombre de choses qui ne sont pas bien pour la population, parce que c'est nous, demain, qui en pâtissons. Quand une route n'est pas bien faite, ou bien quand une route a été mal faite, et qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a des nids de poules qui se créent, ça garde des voitures. Ce n'est pas le ministre qui est dans son bureau qui vient rouler sur cette route, ce sont les populations quotidiennes qui souffrent. Et demain, vous redonnez les marchés à cette même entreprise. Alors que hier, elle a fait une construction de route qui n'est pas bien, qui n'a pas été bien faite, qui plus tard a permis de voir
qui n'était pas assez bien réalisé. D'accord. C'est un peu ça. Allez, parmi les présenteurs que l'on note, notamment dans la mauvaise exécution des projets routiers, l'on parle notamment du paiement tardif des décomptes. Et Cameroun Tribune nous lançait justement dans cette édition du 2 mai 2023 que les entreprises adjudicataires des projets se plaignent souvent des longs délais de paiement des décomptes. La conséquence est claire, dit le journal, les chantiers ne sont pas livrés à temps. En plus de l'augmentation du coût des travaux, cet état de choses n'est pas toujours volontaire. Dans certains cas, les moyens affectés aux projets réalisés grâce au budget d'investissement public sont insuffisants. Les entreprises se trouvent donc contraintes d'adapter leurs activités à la cadence du déblocage des ressources budgétaires. C'est d'ailleurs l'une des sollicitations des responsables de la route, Ntui Mankim, qui affirme que tant que les fonds seront normalement décaissés, les travaux vont évoluer normalement. Alors, ça veut dire, il y a aussi quelque chose que je veux ajouter. Bon, je ne dis pas que c'est essentiellement les entreprises chinoises, mais beaucoup d'entreprises font ceci. Lorsqu'il y a un dossier d'appel qui leur sont donnés, je prends un exemple. Dans le dossier, on vous dit que vous allez faire 15 dallos. Oui. Et que, comme il a dit, lorsque vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte que vous devez faire 18 ou 20 dallos. Vous envoyez ce qu'on appelle un avenant. Parfois même, il n'y a pas plus de dallos. Parfois, il y a même moins, mais on paye tout le monde les avenants. Et après, comptabilisant les dallos, on n'arrive pas à le faire. Mais on a payé les avenants à plusieurs entreprises. Ça s'est arrivé plusieurs fois dans plusieurs chantiers. Les entreprises estiment que le cahier des charges n'a pas prévu un certain nombre d'ouvrages. Donc, pour pouvoir réaliser ces ouvrages, pour que la route soit bien faite, on ajoute l'argent. Quand on parle de coûts supplémentaires, en fait, ce n'est pas ça. Les coûts supplémentaires dont on parle, ce sont les avenants aux projets initiaux. C'est-à-dire que si on dit que la route va coûter 200 milliards, oui, et que plus tard on se rend compte qu'il y a des ouvrages qu'on doit construire en dehors des ouvrages qui sont prévus dans le cahier des charges, on ajoute de l'argent pour ça. Il y a aussi parfois les délais qui sont expressément prolongés pour qu'on puisse plus tard demander de payer plus. Parce que si l'entreprise s'est engagée sur 2 ans et qu'elle fait 400 sur la route, c'est normal qu'elle demande un pour payer plus. Alors, Samuel Blanc, pourquoi de nombreux projets routiers depuis des années n'ont toujours pas été livrés à date malgré la consommation des délais? Écoutez, il y a plusieurs facteurs. Hein. D'abord, on a parlé de l'incompétence des entreprises. Parce que, je dis ça comme ça, si vous prenez une entreprise qui n'a pas de capacité, c'est normalement quand on sélectionne une entreprise, on s'assure qu'elle a des capacités techniques et qu'elle a les capacités humaines et surtout qu'elle a les capacités financières. Bon. Donc, malheureusement, dans le choix des entreprises, parfois, le choix étant biaisé parce que, comme je vous ai dit, la plupart des entreprises, vous avez trouvé que ce sont des responsables des ministères qui sont derrière les entreprises. Et donc, on vous donne parfois un marché à une entreprise qui n'a pas ses capacités. Et donc, ça peut être une cause, effectivement, pour que... Qui a ses capacités dans le dossier technique, mais qui n'a pas ses capacités sur le terrain. Oui, mais parce que dans le dossier, il y a toute l'électricité. On parle de la réalité. Et que même sur le dossier technique, vous l'avez dit, par exemple, je prends l'exemple vous avez parlé de l'entreprise canadienne là qui a fait qui a abandonné. Vous savez que et combattre. Vous savez que dans les dossiers de soumission, il y a une pièce qu'on appelle déclaration sur le nom de non-abandon du chantier. Ça veut dire que normalement, si vous avez abandonné le chantier même une fois, on ne doit plus vous donner le marché. Donc c'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire que même l'analyse des dossiers est biaisée. Vous pouvez, deux entreprises peuvent présenter, et moi je connais cet exemple, hein, je l'ai vécu, ça veut dire que, je dis ça comme ça, vous êtes sur un projet, on vous demande de faire, c'était en l'occurrence un avis de manifestation d'intérêt. Vous avez 2 entreprises, ou 3 entreprises concurrentes, puisque l'entreprise qui vient, seulement juste en se basant sur ses capacités, n'a pas le soutien de quelqu'un au ministère, on vous éjecte. Vous comprenez? On prend une entreprise qui n'a pas de ressources, même sur le papier là. Une entreprise qui manifestement n'a pas de ressources, n'a pas d'expérience, parce que l'expérience ça compte. L'expérience compte. Ça veut dire que si vous n'avez jamais fait de route, bon, on ne va pas vous demander de faire une route de grande importance. Peut-être on va vous envoyer peut-être sur une route rurale et tout ça comme ça, où il n'y a pas beaucoup. Mais vous n'avez jamais fait une route d'envergure
on vous confie ce projet, il y a des chances que vous ne réussissez pas. Donc, il y a le défaut de capacité, effectivement, du point de vue des entreprises qui réalisent. Donc, quand une entreprise ne peut pas réaliser, n'a pas les capacités pour réaliser la route, si la route doit être réalisée normalement en 2 ans, elle passera même 10 ans, elle ne va rien faire parce qu'elle n'a pas les capacités. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi qu'effectivement, nous avons un problème financier, je crois que c'est ça que vous avez relevé là. Oui. Et les Camerounais doivent savoir que nous avons un État en faillite. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'État parfois est obligé de s'endetter pour payer d'autres dettes. Vous comprenez, le rétractif budgétaire qu'on a fait tout récemment, là, hein, par ordonnance, alors que l'Assemblée était en pleine session. On a pris un rétractif budgétaire par ordonnance du président de la République qui augmentait à peu près le budget, je crois, de mémoire peut-être de plus de 500 milliards de francs CFA. C'était essentiellement s'endetter pour payer des dettes. Donc nous avons une situation d'extrême endettement aujourd'hui. Nous avons une situation de guerre dans les régions anglophones et dans l'extrême nord qui consomme beaucoup d'argent. Et qui fait qu'aujourd'hui, l'État est dans l'incapacité de supporter certains engagements. Vous comprenez? Donc il y a ces deux éléments-là. Il y a d'abord il y a le facteur qui relève de l'entreprise, l'incapacité des entreprises. Ça peut être une incapacité managériale, technique, humaine ou bien financière. Mais il y a aussi de l'autre côté que c'est récurrent. On n'arrive pas à payer. D'ailleurs, la dette intérieure ne fait que se rallonger. On n'arrive pas à payer les prestations. On n'arrive pas à payer les prestations parce que par ailleurs, on a d'autres priorités. Il faut l'effort de guerre, il faut rembourser les dettes. Le FMI est là pour ça. Il faut rembourser les dettes et tout ça. Donc, tous ces éléments-là font qu'effectivement, les projets peuvent se rallonger. Mais je pense que l'élément essentiel, à mon sens, c'est le fait qu'on n'arrive pas à bien étudier nos projets. Et je crois que c'est ça. Parce que, vous savez, quand vous faites bien votre étude, vous avez votre planning qui est réaliste. Ça veut dire que vous avez dit, je vais faire ce projet en 2 ans. Oui. On l'a bien étudié, on le fait en 2 ans. Vous comprenez? On le fait en 2 ans. Mais nous sommes dans un contexte où, la plupart du temps, je vous ai pris l'exemple de Razel sur le PPP. Les études sont biaisées. Donc on annonce un montant qui n'est pas réaliste. On annonce un délai qui n'est pas réaliste parce que les études sont biaisées. Et moi je crois que ça c'est le facteur le plus important sur le prolongement des délais. Non, c'est ça. Donc on n'arrive pas, il faut qu'on arrive peut-être dans notre pays à voir, vous savez, on avait avant la direction des grands travaux. Il faut par exemple qu'on arrive à avoir une vraie agence. Ça existe toujours. Non, ça n'existe plus. C'est ça qu'on a transformé en ARMP. Ça n'existe plus. Donc il faut qu'on arrive à avoir par exemple une vraie agence dans notre pays pour les études de projets, et surtout des grands projets. Bon, des petits projets on peut donner aux opérateurs privés. Mais quand il y a un projet vraiment structurant, il faut qu'on prenne le temps de bien l'étudier. Quand on parle des trucs comme des barrages où on s'est endetté énormément, et que des années après, on commence à payer la dette alors que le barrage ne fonctionne pas encore. C'est parce que le projet n'a pas été bien étudié. On parlait de l'alimentation en eau de Yaoundé. Oui. Mais vous savez que c'est tout récemment qu'on a dit qu'il faut encore un avenant pour le réseau de distribution. Parce que quand on a fait les études, on a pensé seulement à faire venir l'eau de la Sanaga jusqu'à Yaoundé. On n'a pas pensé à distribuer dans les ménages. C'est les sorciers. Vous comprenez? On n'a pas pensé. Donc ça veut dire que on faisait venir l'eau pour laisser ça quelque part, pour qu'après on fasse... Non. Donc on a un gros problème pour étudier nos projets. Mais, comme je l'ai dit, ça dérive de la mauvaise organisation gouvernementale, de la mauvaise répartition des tâches. Parce que comme je dis, le ministère des Travaux publics, qui est maître d'œuvre gouvernementale, devrait être là pour s'assurer que tous les travaux sont exécutés normalement, que tous les travaux sont bien étudiés, que tout ça est bien planifié, et être dans la supervision. La route, par exemple, c'est une infrastructure de transport. Donc ça veut dire qu'une structure comme
comme nous avons souhaité qu'il y ait par exemple une direction, une société nationale des routes. Oui. C'est une société qui ne doit pas dépendre du ministère des Travaux publics. C'est une société qui doit dépendre de la tutelle, par exemple, du ministère des Transports. Et dans ce cas, vous voyez que lui, quand il vient en tant que ministre des Travaux publics, ça veut dire qu'il peut commander l'audit. Parce que c'est son collègue qui a organisé les travaux. Mais quand c'est lui-même qui a commandé les travaux, il va auditer, il va s'auditer. Donc il y a un problème de réorganisation, de répartition des tâches à faire au niveau du gouvernement, qui est aussi vraiment une des raisons de tout ce désordre qu'on voit dans la gestion des transports. Allez, parlant de la faible capacité des entreprises, ce manquement se manifeste notamment à plusieurs niveaux. D'abord, l'absence de personnel qualifié, cette réalité et non des moindres contribue également à freiner l'évolution des chantiers. Si le chantier du tronçon Thuy-Mankim, par exemple, c'est l'un des principaux reproches qui est fait à l'entreprise chinoise mobilisée sur le terrain. Il y a aussi l'insuffisance de matériel chez certaines entreprises, tout comme la faible capacité de production des granulats et autres intrants nécessaires à l'avancée des travaux. Maintenant, on parle également de la libération des emprises. Le journal Cameroun Tribune relève que les voies de raccordement de l'autoroute de Yaoundé-Douala ont été impactées du fait de cette réalité. C'était aussi, indique le journal, l'un des obstacles relevés dernièrement au cours de la descente du ministère des Travaux publics sur la route Hawaï et Soa. Ici, l'on relevait la non-indemnisation des populations expropriées, mais aussi le non-paiement des sommes dues à la destruction de tombes. En effet, Emmanuel Kanoujoumessi reconnaissait au cours d'une sortie que la libération des emprises, le déplacement des réseaux et le paiement effectif des indemnités pour expropriation constituent aujourd'hui une contrainte au niveau de la libération des emprises. Est-ce que, de façon préalable, il n'y a pas des études qui sont faites de manière que l'on puisse justement voir comment on peut exproprier et indemniser les populations? L'espère, je m'adresse à l'espère. Non, mais écoutez, c'est quelque chose qui est très important, ça veut dire que la libération des emprises. Je connais, par exemple, il y a aussi un exemple de projet, je crois que Mengon Sanminima, où ça fait beaucoup de problèmes. Je pense que l'entreprise qui avait d'abord été retenue, je crois que c'était une entreprise espagnole, qui a eu beaucoup de problèmes, alors que c'est une entreprise qui avait fait une bonne mobilisation, qui avait beaucoup de moyens. Ça veut dire que quoi? On revient toujours dans les études, parce que un des éléments de l'étude du projet, c'est son planning, c'est sa planification, la planification de la réalisation. Normalement, vous ne pouvez pas engager un projet de route alors que les entreprises ne sont pas libérées. Alors que les emprises. Alors que les emprises ne sont pas libérées, vous ne pouvez pas normalement. Vous ne pouvez pas normalement. Et ça, c'est quelque chose, ça c'est administratif. Vous comprenez? On ne peut pas penser que c'est l'entreprise qui va venir construire la route et faire face à ces difficultés. Donc c'est quelque chose que l'État doit pouvoir gérer avant même de lancer les travaux. Vous comprenez? Donc c'est tout à fait... c'est banal. C'est banal. On tombe toujours dans le problème de la mauvaise gestion des projets, de la mauvaise étude des projets. Parce que comment on dit, la libération des emprises, on doit pouvoir évaluer combien ça coûte. Dégager cet argent, libérer, satisfaire les gens. Mais vous connaissez l'histoire, par exemple, à Tribu, où parfois on retrouve des gens qui habitent ailleurs et qui sont dans la liste des gens qui sont dans la liste des gens sont dans la liste des gens à qui on doit donner de l'argent. Ouais. Donc ça veut dire qu'on même le projet de Lobor, même le scandale à Lobor, les titres fonciers qui avaient été manipulés par l'ancien maire et le sous-préfet et tout. Voilà. Donc il y a effectivement ces éléments-là. Donc ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet. Et donc on ne peut pas ne pas mettre ça à côté. Or, si on étudie le projet en mettant cet élément qui est bloquant de côté, évidemment ça veut dire qu'on a faussé les études. Vous comprenez? Malheureusement c'est le cas. Dans beaucoup de projets, c'est après que les travaux ont commencé qu'on va vous parler de la libération des emprises. Allez, Tayoukamge, et réfléchissons sur la problématique de l'exécution même des projets de développement. Parce que vous avez plusieurs phases. On a la phase de la théorisation, on a la phase de l'implémentation du projet, on a la phase du suivi et de l'évaluation. Est-ce que vous avez l'impression que ces différentes étapes sont suivies méticuleusement? Encore une fois, ce n'est pas fait méticuleusement. Simplement, je reviens là-dessus,
nous ne travaillons pas avec la raison, la rationalité. Nous ne travaillons pas. Nous, tout ce que nous faisons relève, j'allais dire, du hasard. On se lève, on lance le projet, après on se rend compte qu'on n'a pas indemnisé les populations. Et quand bien même les populations ont dit non, on avait indemnisé, les populations n'ont jamais vu un rond. Et ce sont d'autres personnes qui ont touché cet argent. Comment ces personnes ont-elles fait pour toucher cet argent-là? Mystère de boule de gomme. Il y a quelque chose qui... Nous, vraiment, ça relève en permanence du hasard. On dit qu'on va lancer des grands projets. Quand on dit qu'on va lancer des grands projets, ça veut dire que de manière pratique, on doit se dire, nous avons une école, je crois qu'il y a l'école des travaux, et il y a Polytechnique. À partir du moment où on va lancer les barrages, quels sont on aura besoin de techniciens et d'ingénieurs pour faire le barrage, qui vont travailler à l'étude des barrages et qui vont faire peut-être l'entretien, même si on travaille avec des barrages. Cela veut dire que le contenu des programmes à Polytech et à l'école des travaux doit, n'est-ce pas, muter, ou tout au moins, on doit créer des spécialités parce qu'il y a on doit mobiliser le système éducatif et le système académique dans cette perspective-là. De façon à ce que les ingénieurs qui vont travailler sur le barrage, n'est-ce pas? Qui vont d'abord pour faire les études, on aura d'abord des ingénieurs qui vont travailler à comprendre ce que c'est que le barrage. Et deuxièmement, quand bien on va travailler avec des entreprises étrangères, elles trouveront sur place des ingénieurs qui vont faire le job. Or, nous, on lance le chantier sans avoir d'ingénieurs, sans avoir la ressource humaine, sans rien avoir. Et ça participe aussi de l'étude qui doit tenir compte de ça. À Polytech, je suis désolé, il devrait avoir une spécialité, tout au moins une filière, qui s'occupe de la construction des barrages, parce que ça demande une certaine expertise particulière. Ce n'est pas simplement d'un point de vue comment on s'appelle ça, du génie civil. Il y a aussi d'autres qui peuvent développer l'économie, parce que si vous allez dans un pays où le coût de l'énergie est faible, vous avez un très grand avantage. Vous avez vu par exemple ce qui permettait à l'Allemagne de damer le pion à la France ou aux autres pays dans le cadre de la concurrence, c'est qu'elle avait un coût énergétique dû au gaz russe qui était très faible. Dès lors que les Russes ont fermé, dès lors qu'il y a eu des problèmes et que les Russes sont partis avec les entreprises qui étaient installées en Allemagne sont parties aux États-Unis parce que le coût d'énergie est moins cher. Donc, vous voyez donc que quand l'étude ne doit pas simplement relever d'un point de vue technique stricto sensus du projet, mais il y a tout un environnement, un environnement économique dont il faudrait intégrer dans le cadre du développement. Or, nous, vraiment, c'est du hasard. On vit vraiment comme de la chasse et la cueillette, la chasse, la pêche et la cueillette. On est surpris et on mange ce qu'il y a. Et demain, on va voir ce qu'il adviendra des choses. La même chose pour les chemins de fer. Si aujourd'hui on veut lancer un chemin de fer, combien y a-t-il de techniciens au Cameroun qui peuvent encore nous parler du chemin de fer? Tous ces aînés-là qui ont... Vous avez un devant vous, hein? Il a fait là, me dérange là. Et le type qui a fait dans le téléphone, quand tu me vois même fâché là. Non, regarde. Mais ça comme ça. Regarde ce que ça fait. Ça fait quoi? Je n'ai fait tout. Ça ne tourne plus. Maintenant, le chargeur, ça ne charge à 18%. Il a fait tomber le téléphone là. Maintenant, le chargeur, ça me donne. Je vois, non, j'ai fait tout. J'ai même incliné comme ça. Il y a direct. C'est pas pour le truc là-bas. Maintenant, ça me charge. Ça me charge. Parce que ton téléphone n'était pas chargé. Non. C'est le quand il a fait tomber ça. Ça est tombé sur le Ça tordu le avec un diplôme d'ingénieur à l'ENIS. Ça tordu ça. Je n'ai pas connaître comment faire un barrage. C'est impossible. Ouais, Je n'ai pas fini. D'accord. Je n'ai pas fini. Vous comprenez? Il va recommencer ça. Sur les routes. Moi, j'ai pas